C'est le moment d'écrire l'histoire. D'un côté, nous avons le Paris Saint-Germain. Paris rêve depuis tant d'années d'écrire l'histoire, notamment en Ligue des Champions. Paris domine la France, notamment avec un triplé national. Ils ne sont plus qu'à un pas d'écrire une histoire qui sera à jamais dans les mémoires collectives. De l'autre côté, nous avons l'Inter, une équipe passée le rêve de gagner le triplé, Serie A, Coupe d'Italie, mais également la précieuse Ligue des Champions. Une possibilité de tout perdre pour cette équipe de l'Inter Milan. Oui, parce qu'on a une équipe qui est très expérimentée, que personne connaît mieux que lui. Puis on est accompagné notamment par Gauthier. Gauthier, l'expert de l'Inter, comment tu vas mon ami Gauthier? Salut Alexandre, salut à toutes celles et ceux qui nous écouteront. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Très content de pouvoir parler avec toi de ce match qui, on a l'impression, n'arrivera jamais. Mais finalement, le temps se rapproche petit à petit et on est désormais à quelques jours de l'épilogue de cette belle Ligue des Champions. Ah oui, moi aussi j'ai hâte. Franchement, Gauthier, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Parce que je pense que beaucoup des gens qui sont abonnés sur la chaîne parisienne football me disent « Mais c'est qui Gauthier? Nous sommes intéressés, on veut savoir qui c'est !» C'est vrai qu'en France, un suiveur du foot italien et même de l'Inter, c'est pas forcément commun. Écoute, moi, Gauthier, de mon pseudo sur les réseaux sociaux, Gualtiero P5, tout simplement commentateur football et autres, mais notamment sur le football italien et européen. Je partage avec mon audience chaque semaine les plus belles émotions procurées par le ballon rond et on parle un petit peu justement de l'actualité footballistique sur d'autres médias. Donc voilà, moi le but c'est de vivre de ma passion et de partager aussi les plus belles vibes, pour utiliser un mot un petit peu anglais. Comme en tout cas, exactement, c'est noté la team. Je vous recommande à tous, abonnez-vous sur l'Insta, sur également la chaîne YouTube, mais également la chaîne TikTok de Gauthier. Je vous mettrai le lien également en description, comme ça, moi, vous pouvez aller vous abonner. En tout cas, Gauthier, j'ai une question pour toi. Comment tu te sens avant la finale? Est-ce que la pression, elle monte là ou pas? Bah, c'est sûr que d'un point de vue très subjectif, moi je suis supporter de l'Inter, donc c'est sûr que cette finale revêt une importance toute particulière, d'autant plus en tant que résident de région parisienne face au club, on va dire, de la région d'où je proviens. Donc je suis forcément très excité, un petit peu impatient, mais de l'autre assez, non pas craintif, mais un petit peu stressé quant à l'issue un petit peu de ce rapport de force inédit, puisque c'est le premier match officiel de l'histoire entre le PSG et l'Inter. On n'avait eu que des matchs amicaux par le passé, mais j'ai hâte vraiment qu'on soit samedi. À l'heure où on tourne, on est mardi. Donc, il reste encore quelques jours à tenir. Mais on trépigne d'impatience, je pense, d'un côté comme de l'autre. Effectivement, il reste quelques jours à tenir. Et moi aussi, je sens la pression. T'inquiète pas, je sens la pression. Mais franchement, c'est une bonne pression. C'est une pression qui est absolument excitante parce que quand même, on a une opportunité qui est mythique, une opportunité de jouer une finale de Ligue des Champions, une finale qui est unique. Et j'ai envie de te poser une question, Gauthier. Parce que ce jour-là, je pense que c'est un jour dont tu te rappelleras à jamais et tu te diras, oui, j'étais à cet endroit-là. Où seras-tu pour regarder cette finale? Eh ben écoute, de base, moi, comme je travaille dans le commentaire, le but était de couvrir le match. Mais comme tu l'as dit, c'est une occasion particulière et je pense qu'il faut se détacher un petit peu de la figure professionnelle et de profiter ça comme un passionné. Donc, pour ma part, comme tout supporter, entre guillemets, qui se respecte, bien que tout le monde n'en ait pas la possibilité, je serai au Meazza à Milan pour suivre le match sur écran géant. Comme c'est le Waouh! cas au Parc des Princes. Waouh, oh Meazza! En tout cas, comment se sentent exactement pour toi les supporters de l'Inter? On sait que l'Inter avait de gros espoirs cette saison, mais malheureusement, ils sont passés du rêve du triplé à quasiment l'une des seules opportunités pour cette équipe de l'Inter dorénavant, c'est la Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en penses exactement? Comment tu as senti un peu la saison de l'Inter? Écoute, cette saison, elle est assez particulière et elle est éventuellement à lire de différents points de vue. D'un point de vue global, on a quand même une équipe qui gagne des trophées depuis maintenant 2021. Donc, ça fait plusieurs saisons que tu as entamé un cycle victorieux. Et là, tu pourrais te retrouver, alors que tu étais engagé jusqu'au bout dans pas mal de ces compétitions, même toutes, à ne pas gagner justement le moindre titre. Donc, dans un cycle tout simplement de victoire, ça ferait tout simplement tâche et ça renforce en fait tout simplement la nécessité d'aller chercher cette Ligue des Champions qui était, comme ça a été encore rappelé lors du Media Day il y a quelques jours, l'objectif depuis le début de cette Ligue des Champions. Donc là, tu as en fait l'occasion, non pas de sauver ta saison, mais on va dire de la rendre spéciale, particulière, et surtout de l'inscrire dans ce cycle Simone Inzaghi qui a commencé du coup en 2021. Ouais, je comprends. Et moi, je vais te poser une question. La perte de la Série A quand même. Quand on y repense un peu à la perte de la Série A, elle a dû être quand même assez douloureuse.
un seul point d'écart avec cette équipe du Napoli. On a vu la liesse, les célébrations qui sont passées du côté de Napoli. Je pense que cela a dû faire très très mal à beaucoup d'amoureux de cette équipe de l'Inter. Moi, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que cette perte de la Serie A risque d'impacter un peu le moral des Interistes, et est-ce que ça risque également d'impacter l'approche du match de la Ligue des Champions? Ça peut être à double tranchant, avec d'un côté forcément la déception de ne pas réussir à faire le back-to-back pour la première fois en Italie depuis la Juve à la fin de la décennie 2010. Mais de l'autre côté, tu t'y es mis entre guillemets tout seul un petit peu dans cette, excuse-moi du terme, hein, mais dans cette merde, parce que le championnat ne se joue pas à la dernière journée. Oui, il n'y a qu'un point de retard, mais le nombre d'occasions ratées par l'Inter tout au long de la saison pour prendre les rênes et surtout s'adjuger un avantage irrattrapable, on peut les compter honnêtement sur nos deux mains. Pour te donner une statistique intéressante, l'Inter, si les matchs s'arrêtaient à l'heure de jeu, serait première avec plus de 20 points d'avance quasiment sur le Napoli. Donc ça Ouais. souligne le fait en fait que tu laisses passer à chaque fois tes fins de match et justement ces points qui se sont envolés ont profité de l'autre côté aux Napolitains qui eux ne se sont pas fait prier pour aller chercher leur quatrième titre. Donc d'un côté cette déception, mais de l'autre peut-être justement cette hargne, cette volonté de justement se rattraper et de concrétiser une belle campagne de Ligue des Champions pour aussi, on va dire, penser la blessure d'il y a 2 ans, en 2023, où l'Inter était déjà engagé en finale, mais ne bénéficiait pas du même statut. La plupart des joueurs présents samedi étaient de la partie contre Manchester City. Donc ils ont connu cet échec-là et n'ont pas envie que cela se reproduise. Oui, c'est noté. Mais pour moi, quand même, il y a eu un tournant. C'était quasiment à la ligne d'arrivée, le match face à la Lazio, où est-ce que l'Inter s'est fait accrocher 2 buts partout sur sa pelouse. D'ailleurs, j'ai regardé le match, où est-ce que le match se passe franchement très bien pour l'Inter, où est-ce que vous meniez, Gauthier, vous étiez à pas très très loin avec notamment le premier but de Bissek. Bissek qui marque exactement le premier but à la 47e minute. Puis ensuite, on a lancé un Barcelonais, votre cauchemar, à mon avis, de Renard. Pedro qui marque exactement, qui égalise à la 72e minute. Puis ensuite, on s'en rappelle du but de Dumfries, 79e minute. Là, je me dis, là, ils vont le faire, cette équipe de l'Inter. Mais ils craquent. Notamment dans quasiment les arrêts de jeu avec ce penalty qui a été marqué une nouvelle fois par votre bête noire. Pedro. Bah, c'est un peu l'image de notre saison, comme je t'ai expliqué juste avant avec cette statistique assez parlante. Tu as tendance à te déconcentrer ou alors physiquement à accuser le coup puisque tu as enchaîné beaucoup de matchs sur les derniers mois. Et là, ça n'a pas trompé avec ce penalty concédé un petit peu bêtement, hein, disons-le, même si pour moi, il n'est pas du tout contestable, hein. Au contraire, l'arbitre fait bien de siffler, mais c'est toujours un peu rageant, un peu frustrant. Et ça résume la saison de l'Inter en championnat, qui est drastiquement différente, hein, d'ailleurs, que celle en Ligue des Champions. Et ça rejoint aussi ce que je te disais un petit peu plus tôt, à savoir que c'est parfois illisible, cette saison de l'Inter. On a du mal, en fait, à se positionner et on sent, point assez négatif quand même, qu'il y a eu une forme de considération supplémentaire pour la Ligue des Champions, Mm. qui est le seul trophée que cette équipe n'a pas encore gagné. Les Ouais. trophées nationaux, je te l'ai dit, ils les ont gagnés depuis 2021. Maintenant, l'étape supérieure, c'est de concrétiser le sacre à l'échelle du continent pour te faire encore plus respecter comme une équipe qui n'est pas là que pour faire de la figuration. Donc, ce match de la Lazio vraiment est à l'image de ce qu'on a vu sur toute la saison. Je peux te donner des exemples, hein. Tu mènes contre Parme 2-0 à la mi-temps, tu te fais rattraper 2-2. Tu mènes contre la Juve 4-2 à la 80e, tu te prends le 4 buts partout. Première journée, le même scénario avec un penalty encaissé au Genoa à la 96e minute, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est malheureusement une récurrence dans cette saison de championnat qui laisse à penser que l'Inter, même si j'aime pas trop cette expression, ne méritait pas d'aller chercher le titre parce que tu n'as pas été régulier. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas été régulier. Mais donc, du coup, quand on a fait, maintenant, on a fini le bilan de la saison de l'Inter, mais quand même, on va toujours garder ce bilan en tête lorsqu'on va analyser également ce match, le match qui va opposer le Paris Saint-Germain à cette équipe de l'Inter. J'ai envie de te poser une question. Moi, je suis en train de regarder un peu le bilan médical actuellement des effectifs. Le Paris Saint-Germain n'a qu'un seul blessé, c'est Presnel Kimpembe. Lui, on sait qu'il est quasiment emploi fictif, en mode emploi fictif depuis un bon bout de temps. Donc, du coup, là, exactement côté Inter, par contre, on voit qu'il y a Benjamin Pavard qui, d'après exactement les données de Footmob, il a une situation d'inconfort physique. Donc, du coup, il est incertain. Je ne sais pas s'il est incertain ou pas. Tu vas nous donner un peu ta position. Tu as Piotr Zelensky qui est actuellement avec une blessure musculaire, qui est également incertain. Valentin Carboni, lui, il a été prêté notamment du côté de Marseille. On sait qu'il s'est fait les ligaments croisés. Malheureusement, j'ai suivi un peu la saison de l'Olympique de Marseille. Il y a également Yann Aurel Bissek qui, d'après leurs informations, est un peu incertain.
Est-ce que toi, c'est quoi la situation actuellement médicale de ton équipe de l'Inter? On est venu un peu espionner là. Eh ben écoute, pour, ne pas trahir de secret puisque ça a été révélé, dans les médias, normalement Simone Inzaghi disposera de tout son groupe. Tout le monde sera là pour le déplacement, du côté de l'Allianz Arena. Alors tous ceux qui sont inscrits sur la liste, il y a notamment Correa, l'ancien marseillais qui lui n'avait pas du tout été, éligible à la liste UEFA, donc il ne sera pas entre guillemets «sur la feuille de match», mais sera bien présent avec les copains. Pour le reste, et tu fais bien de le souligner, ces questions physiques traduisent aussi peut-être le fait que l'Inter arrive à bout de souffle sur cette fin de saison, avec pas mal de joueurs qui ont enchaîné quelques petits pépins. Lautaro Martinez n'a notamment plus joué depuis la demi-finale retour contre le Barça en mai. Benjamin Pavard reviendra de blessure après s'être tordu la cheville avant le match aller contre le Barça, donc ça remonte à il y a plus d'un mois. Pareil pour Zielinski qui retrouve les terrains depuis quelques semaines. Bissek qui s'est tordu la cheville, lui, il y a quelques semaines également. Donc, pour reprendre un petit peu tes exemples, ça illustre le fait voilà, qu'il y a certains joueurs qui ne seront pas physiquement à 100%. Par contre, je peux t'assurer que psychologiquement, avec ce qu'on a dit avant, l'objectif d'aller chercher au moins un trophée cette saison et la Ligue des Champions va leur permettre, comme Lautaro l'a fait contre le Barça sous injection, de pouvoir garder la tête froide et de proposer une bonne copie. Ça, j'en suis sûr qu'ils seront là, ils seront motivés comme jamais, d'autant plus qu'ils ont l'expérience de l'Inter. Est-ce que tu penses que toi, pour toi, l'expérience, on sait que vous avez perdu une finale récemment face à cette équipe de Manchester City, une défaite douloureuse, je pense également pour toi en tant qu'amoureux de l'Inter. Et nous, on a perdu également une finale contre le Bayern. Donc, du coup, moi aussi, j'étais très, très peiné après cette défaite. Mais là, exactement, il ne pourrait y avoir qu'un seul à la fin qui sera heureux. Donc, du coup, C'est la loi du football, hein. c'est la loi du football. Donc, du coup, quand tu regardes un peu l'expérience de ton équipe face à la jeunesse du mien, toi, tu as l'équipe la plus âgée, notamment de cette compétition, alors que moi, j'ai la quatrième équipe la plus jeune. Comment tu penses que ton équipe va l'aborder exactement dans le match, l'expérience? Comment va-t-elle gérer exactement son match avec son expérience? Bah, déjà, c'est quelque chose qui a été souligné par les joueurs en conférence de presse, qui t'explique qu'ils ne vont pas aborder le match de la même façon que contre Manchester City, parce que ce n'est pas le même adversaire, pardon, parce que le rapport de force n'est pas le même, mais surtout parce qu'ils savent comment gérer ce genre de match coup près. On parle vraiment d'un format différent des scénarios aller-retour, où la moindre erreur se payera cash. On parle quand même de la plupart de ces joueurs-là qui étaient là en 2023, mais tu peux même aller plus loin, parce que l'ossature en 2020 lorsque le PSG perd la finale de Ligue des Champions, c'est la même qu'aujourd'hui. Et à l'époque, l'Inter perd la finale d'Europa League contre le Séville FC lors de la saison Covid, avec notamment Lautaro Martinez, avec Barella et avec Stéphane De Vrij et Bastoni en défense. Donc, ces joueurs-là se sont construits dans la victoire parce que l'Inter a eu un cycle vertueux, mais aussi dans la défaite, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'idée ne va pas être, je pense, d'emballer la rencontre si cela ne le nécessite pas. L'Inter est une équipe qui s'adapte un petit peu à ce qui se présente face à elle. Donc, je pense qu'on va être, entre guillemets, sur une forme, non pas de réaction, mais d'adaptation par rapport à ce que Luis Enrique, lui aussi, va décider de faire, parce qu'on sait aussi que c'est quelqu'un qui est capable de manier plusieurs registres, ce qui va nous donner un rapport de force assez excitant entre la fougue de la jeunesse parisienne et de l'autre, peut-être, la sagesse de cette expérience interiste, même si, pour tout te dire, l'Inter est surnommé la Pazza en Italie, la folle, parce qu'en général, ces scénarios de match sont assez fous. Si ça peut présager quelque chose. C'est tellement bien formulé, la fougue face à la sagesse. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir exactement qui va leur remporter, la fougue ou la sagesse. Dites-moi également ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ma prochaine question, les tifosi. Les tifosi. En tout cas, moi, j'ai envie de savoir exactement, est-ce qu'ils sont aussi fous que nous, les supporters parisiens? Parce que, je t'ai dit, hein, Gauthier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tous les déplacements ici lorsqu'ils sont venus. C'était magnifique. Même les Anglais étaient impressionnés de l'ambiance qu'ont mis les supporters parisiens. Donc, du coup, moi, je connais pas forcément bien les tifosi. Je suis déjà parti dans ton stade, le stade de l'Inter. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était l'été dernier. J'ai passé un moment magnifique à visiter ce stade. En plus, quand j'ai vu la séparation des vestiaires entre les Milan et l'Inter, c'est franchement, il y a, en fait, il y a même pas de, il y a juste un mur qui les sépare. C'est pour vous dire exactement comment c'est. Donc, du coup, moi, j'ai envie de te dire exactement les tifosi. Comment est-ce qu'ils sont? Dis-moi tout. Bah, tu sais, les tifosi italiani et même les supporters méditerranéens sont réputés pour être, entre guillemets «chauds» ou du moins chaleureux. Du côté Inter, bah, je t'encourage à regarder un petit peu les derniers déplacements à Barcelone, à Munich, qui sont des stades, notamment l'Allianz Arena, qui font, pas mal de bruit. On entend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde avec beaucoup de personnes qui voyagent
au travers de l'Europe et au travers même du pays pour soutenir l'équipe. Et là, je te mens pas, il y a un engouement tellement important parce qu'encore une fois, par rapport à 2023, il y a vraiment des attentes par rapport à cette finale et ça renforce vraiment la volonté d'accompagner l'équipe, notamment du côté de Munich pour le 31 mai prochain. Même s'il faut souligner que contrairement au Paris Saint-Germain, je ne sais pas comment ça se passe du côté du COP, tu me diras, mais côté Inter, les Ultras n'ont pas été pour l'instant conviés en termes de place à pouvoir se déplacer à Munich. Ah Il y a ouais? pas mal de contestations devant le siège sur les derniers jours pour justement réclamer un petit peu plus de considération de la part de l'administration Inter. Il faut aussi dire qu'il y avait eu en 2023 des problèmes, en gros des affaires un petit peu mafieuses entre les ultras et le board qui avait accordé plus de places que prévu et même des bénéfices. Enfin bref, ça a été un petit bordel. L'Inter a été sanctionné pour ça, donc peut-être que là l'idée c'est de ne pas prendre de risques, quitte peut-être à supprimer tous les ultras. Ah, waouh. Donc c'est un peu particulier la situation en ce moment, mais dans tous les cas, les tifos, ils ne se concentrent pas que sur les ultras. T'inquiète pas, il y aura du monde pour encourager l'équipe. Comme toutes les équipes italiennes, ça fait du bruit. Ouais, nous, t'inquiète pas, nos ultra parisiens, ils T'inquiète vont pas, mettre l'ambiance dans le stade. je Mais connais très bien, je connais c'est très bien. parfait. En tout cas, les 18 000 places qui ont été données, 18 000 places côté Inter et 18 000 places également côté Paris Saint-Germain, les places sont parties comme, mais il n'y avait même pas assez de places tellement qu'il y avait la demande qui était forte. D'autant plus que la dernière finale, il n'y avait pas de supporters. Donc, du coup, c'était très, très difficile pour les supporters du PSG. Donc, du coup, là, je pense que les tickets sont partis très, très rapidement. Et il y a eu beaucoup de supporters qui sont également frustrés de ne pas avoir pu avoir de place. Les places se vendent à 3 000 euros. Donc, du coup, c'est pour te dire un peu comment est-ce que c'est difficile d'avoir des places. Mais je pense que les supporters parisiens vont mettre une ambiance absolument indescriptible dans le stade. Donc, du coup, moi, j'ai envie de savoir exactement quelque chose. Enfin, je veux toujours espionner, d'accord? Je suis dans mon rôle d'espionnage, là, actuellement. Bon. Tu es dans ton droit, tu es dans ton droit. Exactement. Je tiens le maximum d'informations. Vous, les supporters du Paris Saint-Germain, vous avez vu, j'ai fait le travail, là, actuellement, hein? Donc, du coup, là, exactement, regarde, moi, je vais te connaître un peu les points forts et les points faibles. Moi, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai pas envie de t'influencer. C'est quoi exactement pour toi tes points forts, les points forts de l'Inter, mais également les points faibles? Écoute, déjà, c'est important de souligner qu'il faut se baser sur ce qu'on a vu en Ligue des Champions uniquement. Parce que comme je t'ai dit, en championnat, la Ouais, donne c'est était vrai. différente parce que l'engagement et t'as l'impression la volonté de bien faire était pas la même. C'est malheureux, mais c'est un constat à souligner. En Ligue des Champions, le premier qui est pour moi le plus important, notamment dans une finale, on l'a évoqué, c'est l'expérience. L'équipe connaît un vécu commun depuis pas mal d'années avec notamment, pour préciser, 8 joueurs qui devraient être titulaires samedi, qui étaient déjà là en 2023. Donc encore une fois, cette notion de construction collective dans la victoire, mais aussi dans la défaite, fait que la cohésion va être vraiment de mise pour pouvoir aller chercher ce trophée pour la 4e fois de ton histoire. Si on part de quelque chose d'un petit peu plus tactique, et là ça va être intéressant en termes de points forts, j'en ai soulevé deux notamment assez intéressants. D'abord l'efficacité, la gestion des momentum. L'Inter, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Pourquoi? Parce que les statistiques en attestent. Je ne sais pas si tu vas et si tout le monde va comprendre ce que je vais dire, mais pour te donner un ordre d'idée, l'Inter a marqué. Attends, il faut que je sois sûr de moi pour pas dire de Alors, bêtises. L'Inter le a marqué. piège. C'est ça. L'Inter a marqué plus de buts dans cette Ligue des Champions qu'elle n'a créé de XG. OK. Waouh. Donc, Ça, ça c'est veut dire que impressionnant. tu marques plus que tu ne crées d'occasion, Oui. selon FotMob. Ou Donc, ça sinon, ça veut dire traduit que vraiment. c'est ce qui est également intéressant dans ces statistiques-là, c'est-à-dire que tu peux également marquer dans des positions très difficiles où ce que tu n'es pas attendu de marquer. Exactement. Ouais. L'Inter a plus d'une corde à son arc concernant sa capacité à optimiser sa gestion dans les deux surfaces de réparation. On est dans un football où les deux surfaces de réparation, justement, n'ont jamais été aussi importantes. C'est-à-dire que ce que réclame la Ligue des Champions, ce n'est pas que tu sois une belle équipe, c'est que tu sois une équipe tueuse. Chose qu'a fait le PSG, d'ailleurs, je trouve, lors de son parcours en Ligue des Champions dernièrement avec Liverpool et même avec Arsenal dans un schéma que j'ai trouvé vraiment intéressant sans ballon. Bref, la question n'est pas là. Je pense que tu connais autant, voire beaucoup mieux le PSG que moi. De l'autre côté, défensivement, l'Inter encaisse pas énormément. Alors, c'est vrai qu'elle en a pris beaucoup contre le Bayern et le Barça parce que ce sont aussi en face de véritables machines offensives. Mais si on se base sur le début de la campagne, l'Inter n'avait pris qu'un but sur la phase régulière. À recontextualiser en plus, à Leverkusen avec l'équipe bis, et encore une fois, cette notion des fins de match à la 90e. Wow. Donc, ça traduit quand même le fait que tu as un bloc globalement assez compact, mais qui est capable d'être déjoué, comme l'ont fait les Blaugranes ou encore les Bavarois. Un dernier petit point fort, et après, si tu veux, on pourra passer sur les points faibles, puisque cette équipe n'est pas parfaite, évidemment. Les coups de pied arrêtés. J'allais le dire.
Tu m'as crié. On est obligé de le souligner, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'était pas quelque chose, on va dire, de prévu au départ. Les coups de pied arrêtés se sont révélés utiles quand l'Inter commençait à pâtir un petit peu dans le secteur offensif. C'est que sur cette fin de saison, on voit vraiment une forme de continuité quant à l'efficacité sur les corners, sur les coups francs, même si on sait qu'on a des très bons tireurs de coups de pied arrêtés côté Inter, avec Çalhanoğlu, avec Di Marco, avec Barella, enfin voilà, je vais pas te faire la liste. Ce sont des joueurs que je pense tout suiveur de football connaît désormais, mais on a vu que c'était dans les moments les plus compliqués des armes fatales. Face au Bayern au match retour, tu inverses la tendance alors qu'il mène 1-0 chez toi et réégalise au rapport de force. Le Barça, tu les crucifies à l'aller en un quart d'heure avec ces 2 buts, même si derrière tu te fais reprendre, ça te permet quand même d'avoir un avantage psychologique intéressant. Tout laisse à penser, voilà, que si l'Inter est bloqué dans le jeu par la bonne animation parisienne, les coups de pied arrêtés de par les tireurs, mais aussi les receveurs, peuvent s'apparenter à de très très belles forces. Ouais, moi, ça me fait peur. Hein. Franchement, c'est les coups de pied arrêtés. Moi, j'arrive pas à le dire exactement aux gens qui viennent sur le panel parisien de football ainsi que sur les vidéos YouTube. Moi, je dis que l'Inter, ce qui me fait peur, c'est vraiment les coups de pied arrêtés. Ils sont vraiment redoutables sur les coups de pied arrêtés. Après, moi, là où ce qui m'a un peu rassuré en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est le dernier match que nous avons face à Arsenal. Bien sûr. Parce que l'Inter, exactement, termine comme étant la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés en LDC et la deuxième équipe, c'était Arsenal. Et ils ont également l'un des maîtres d'œuvre exactement en la matière l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, il est absent, qui est français d'ailleurs, il est somptueux d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, je pense que, moi, ça m'a un peu rassuré, mais n'empêche que les coups de pied arrêtés, notamment avec Dumfries, moi, je suis inquiet sur les coups de pied arrêtés, mais également, le point qui m'inquiète un peu pour moi, Gauthier, moi, c'est la densité que vous avez au milieu de terrain, l'impact physique, parce que nous, on a des petits gabarits. Donc, du coup, je pense que si le jeu devient un pas aérien, là, on va avoir beaucoup de mal. Mais par contre, si le jeu est posé au sol, là, par contre, je pense qu'on a nos capacités, on a l'habilité technique à jouer exactement et à poser le jeu de notre côté. Ouais, c'est vrai. Et ça, je pense que ça rejoint cette idée d'expérience avec peut-être des joueurs un petit peu plus rugueux et un petit peu plus malicieux, peut-être que la jeunesse parisienne. Mais ce sont des choses, voilà, qui s'apprennent dans une forme de processus. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que l'Inter est une équipe assez versatile et très mobile. C'est-à-dire que les circuits de passe sont très bien travaillés depuis de nombreuses saisons avec les mêmes joueurs. Donc ça signifie le fait que selon la manière dont tu vas aborder un petit peu notamment ton pressing, l'Inter est capable de le déjouer avec de très bonnes sorties de balles. Elle est capable aussi de succomber, hein. On l'a vu contre le Barça à une grosse pression dans son premier tiers, mais l'idée reste toujours de bien reconstruire, de ne pas se débarrasser du ballon. L'Inter n'est pas de manière stéréotypée une équipe bloc bas qui attend la formation adverse. C'est ce qu'on a vu certes contre le FC Barcelone et contre le Bayern, mais c'est parce que c'est peut-être la chose la plus simple à faire pour exister face à ces équipes-là. Pourquoi rivaliser dans quelque chose avec lequel tu es sûr de partir déficitaire? Regarde les matchs plus globalement sur l'ensemble de la campagne. Regarde même la première mi-temps contre le Barça où l'Inter n'a pas le ballon, mais l'Inter joue dans la moitié de terrain du Barça en évoluant en bloc médian avec des lignes resserrées. C'est vraiment une notion collective avec et sans ballon qui peut poser des problèmes au PSG, mais évidemment, le PSG peut aussi poser des problèmes de l'autre côté à l'Inter. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, et ça se projette très vite vers l'avant. Exactement. Pour moi, c'est un bloc bas moi, je pense que c'est l'un des meilleurs blocs bas que j'ai vu récemment. C'est la qualité, la rapidité avec laquelle ils sortent, avec exactement la combinaison avec l'apport de Marcus Thuram, avec Lautaro autour de lui qui tourne. Franchement, c'est waouh. C'est waouh. C'est un rouage. En fait, c'est un rouage très bien huilé. Et c'est quelque chose qui jouit aussi d'un processus de plusieurs années. Enfin, c'est pas venu en claquant des doigts de la part d'Inzaghi qui a testé des choses qui n'ont pas marché et qui désormais se retrouve avec non pas le prime, on va dire, de son approche, mais une forme optimale et surtout une équipe qui est sûre de ses forces. Et ça, c'est important, tu sais, d'un point de vue de la confiance. C'est noté. En tout cas, maintenant, ça m'a inquiété. Maintenant, il faut que j'aille sur la zone qui me rassure. La zone des faiblesses, d'accord, ok? Alors, révèle-nous un peu les petits secrets des faiblesses. Comme ça, moi, je vais les envoyer à Luis Enrique après. Écoute, peut-être qu'il nous écoute, hein. Dans ce cas-là, on peut faire un petit peu l'espagnol. Je vais pas m'aventurer là-dessus. Ça peut être compliqué. Mais écoute, oui, évidemment que cette équipe, elle est pas du tout imbattable, loin de là, même si elle n'a été vaincue qu'une seule fois dans cette Ligue des Champions face à Leverkusen et qu'elle n'a été menée, je crois que 15 minutes, non? sur Exactement. l'ensemble de la phase finale. Donc ça traduit le fait même un peu plus que la phase finale. Donc c'est dire la compétitivité qu'elle dégage. D'abord, comme on en a parlé juste avant, la fatigue physique et mentale. Parce que contrairement aux équipes françaises, les formats
de coupe et de championnat italien sont plus intenses, avec notamment un championnat à 20. Tu as une super coupe à 4 délocalisée à l'autre bout du monde. Tu as aussi en Coupe d'Italie des demi-finales aller et retour. Et c'était contre le Milan. Donc c'est un match particulier, tu comprends bien. Et puis psychologiquement, le fait d'avoir perdu déjà ces premières compétitions où tu étais bien engagé, on en a déjà parlé tout à l'heure, ça peut éventuellement peser un petit peu dans l'approche de cette finale. Autre chose d'assez intéressant avec ballon, c'est que l'Inter est l'une des équipes en termes de dribble pur la plus déficitaire. C'est une équipe qui brille par le mouvement, par l'idée de compensation, de permutation, de mobilité. Par contre, face à des blocs plus resserrés, lorsque l'initiative doit être individuelle avec notamment une différence, ça devient plus difficile. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai relevé une statistique assez intéressante de l'UEFA. L'Inter, c'est 151 dribbles cette saison en Ligue des Champions. 188 de moins que le PSG qui est premier. Waouh. Tu vois ce que je veux dire? À part Marcus Thuram, allez, Lautaro Martinez et peut-être Zalewski sur le banc, il n'y en a aucun qui est vraiment capable, voilà, pour grossir le trait, de faire un passement de jambes, de déborder, pourquoi pas adresser un bon centre. L'Inter est une équipe qui crée l'espace par la course et non pas par la qualité technique pure de dribble. Donc c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte pour Luis Enrique notamment, éventuellement prendre l'Inter à son propre jeu en ne voulant pas absolument avoir le contrôle du ballon et laisser peut-être l'Inter venir. Tu vois ce que je veux dire? Et entre guillemets, il se bute un petit peu les dents dessus parce qu'on a vu un bloc du PSG très compact et on a vu aussi un PSG très habile en transition Effectivement. dernièrement, notamment contre le Stade de Reims. Donc ça pourrait être intéressant. Et je te l'ai dit pour terminer, hein, je vais pas aller trop prendre trop de temps, pardon, la gestion des fins de match. Comme voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, tu prends énormément de buts en deuxième mi-temps notamment. 27 des 37 encaissés en 2025 l'ont été en deuxième mi-temps avant les matchs contre la Lazio et contre le Como où tu n'encaisses pas pour le coup. Et puis tu as de nombreux scénarios où voilà, même en Ligue des Champions contre le Barça, où tu laisses un peu échapper une fin de match qui pourtant te tendait les bras, tu te mets en difficulté tout seul, mais l'Inter a du caractère et est capable quand même, on va dire, de se rattraper de ses erreurs. Ouais. Moi, ce que j'ai également remarqué, franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, hein. La fatigue. Moi, pour moi, la fatigue, ça va être quand même un élément clé dans ce match-là. Comme tu l'as dit, vous avez exactement un championnat avec plus d'équipes que la Ligue 1. J'ai l'impression que le PSG, on a été en mesure de faire tourner, même si l'Inter a fait tourner récemment. C'est pour que c'est un paramètre qu'il faudra gérer dans le match. J'ai vu une Inter assez fatiguée, notamment durant la deuxième mi-temps face à cette équipe du FC Barcelone, avec le Barça, mais qui ne serait pas fatigué face à une équipe du FC Barcelone. Ils sont tellement doués dans leur capacité à te faire tourner en bruit, tourner la balle. Donc, du coup, ça, c'est un des paramètres qu'il faut garder à l'esprit. Et pour moi, exactement, les latéraux, moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté où est-ce que c'est très, très fort, un côté où est-ce que c'est un peu, ou beaucoup moins fort. Si tu suis un peu ce que je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté des Di Marco où est-ce que on a l'impression que parfois, défensivement, Lamine Yamal, même si c'est un talent générationnel, on a l'impression qu'il a eu quand même beaucoup de mal et que c'est pas forcément le talent le plus rassurant. D'ailleurs, il complète jamais un match en entier. Généralement, il sort à la 60e minute. Et l'autre côté, par contre, on a l'impression que l'autre, c'est une mobilette, l'autre, hein. Bah, on n'est pas du tout sur le même type de piston et c'est intéressant pour souligner la palette tactique de cette Inter. Avec d'un côté un Dumfries qui est très complet, assez athlétique, qui est capable un petit peu de tout faire et qui revient de très loin d'ailleurs, hein. Il était pas loin de quitter le club l'été dernier et finalement il a réussi à augmenter son niveau de compétitivité pour devenir un élément indéboulonnable aujourd'hui. Il réalise notamment un mois de mai assez dingue, notamment d'un point de vue statistique. Et de l'autre, Di Marco, qui est un joueur, on va dire, un petit peu plus soyeux, un petit peu plus créatif, mais qui n'a jamais été réputé pour ses qualités défensives. C'est vraiment son gros point noir avec les qualités athlétiques. Même quand il est à 100%, il n'est pas capable d'assumer un match à haute intensité pendant 90 minutes. Et ça me permet d'ailleurs d'ouvrir un débat annexe, mais qui est très intéressant. Et là où peut-être la balance peut pencher par rapport à ce que tu disais, c'est le banc. Oui. L'apport du banc dans une finale, surtout si tu n'arrives pas à faire la différence, c'est primordial. Côté Paris Saint-Germain, on a, je pense, au moins à chaque ligne, un joueur véritablement capable d'assumer en fait la place de titulaire et donc de se révéler utile pour l'équipe. Là où l'Inter, ça peut être un petit peu plus compliqué, notamment sur le secteur offensif, où ni Taremi, ni Arnautovic, sans compter Correa pour la liste globale, sans compter l'UEFA, n'ont réussi à répondre aux attentes. Donc l'Inter se base avant tout sur son 11. Elle a quelques idées et quelques ajustements possibles avec Carlos Augusto sur le côté gauche qui avait bien maîtrisé la Yamal au match aller en deuxième mi-temps. Tu as Fratesi qui met beaucoup de buts en sortie de banc assez important. Mais globalement, il y a quand même une différence entre le 11 de l'Inter
et les remplaçants qui composent cet effectif. Et oui, et je pense que également ce qui va faire la différence pour moi, c'est les gardiens. Franchement, ça va être le duel Donnarumma et Simone. Enfin, Yann Sommer également, ça va être l'une des batailles à garder exactement durant. Parce que je pense que le gardien le plus décisif va faire la différence durant ce match-là. Le gardien qui va être le plus impactant. On a eu exactement des gardiens qui ont fait de très très gros matchs, notamment durant les demi-finales, même si Sommer a quand même pris pas mal de buts, mais n'empêche qu'il t'en a sorti beaucoup, hein. Notamment sur Lamine Yamal, où il y a eu plein d'opportunités, ils les ont roulés. Franchement, Lamine Yamal, c'est un talent unique. Mais regarde, tu sais quoi, tu vas pas t'enfuir comme ça. Moi, j'ai envie de savoir exactement comment tu vois ce match-là, comment tu le vois. Parce que là, franchement, j'ai déjà donné mes petits points faibles exactement. Je vais taper la liste après que je vais envoyer directement à Luis Enrique. Mais voilà, j'ai envie de savoir exactement comment tu vois un peu ce match. Moi, écoute, c'est compliqué. C'est vraiment l'une des finales les plus difficiles à anticiper, peut-être parce qu'aussi notre côté subjectif prend un petit peu le dessus. Moi, je trouve quand même qu'il y a des similitudes, beaucoup plus qu'il n'y paraissent, entre l'Inter et le PSG. On a vu que ce sont 2 équipes qui ont chacune leur style propre, mais qui sont capables, comme un caméléon, de s'adapter un petit peu à ce qui peut se présenter face à elles. Donc tactiquement, ça va être quelque chose de très intéressant qui peut rendre, à mon sens, le tout fermé. Moi, je pense qu'on va avoir quelque chose, non pas de désagréable à regarder, mais disons que les 2 équipes ne vont pas prioriser, on va dire, le risque offensif. Elles vont, je pense, calculer un petit peu chaque coup comme un jeu d'échecs qu'elles vont mettre, au fur et à mesure des 90 minutes. Alors des petits détails peut-être, on va dire, annexes, mais qui sont toujours intéressants à souligner pour le contexte historique, c'est qu'on est du côté de Munich, là où toutes les équipes qui ont joué une finale de Ligue des Champions ont remporté leur première édition. Donc ça va dans le sens du PSG. Tu vois, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de détails, de superstition, ce genre de trucs superstitieux. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même pour peut-être permettre de prendre le tempérament un petit peu de l'ambiance qu'il y aura du côté de l'Alliance. Arbitre roumain, Monsieur Kovacs, pour donner un point à l'Inter, qui a arbitré la dernière finale d'Europa League, remportée par l'Atalanta, et qui avait permis à la Roma de remporter sa première C4 Conference League en 2022. Donc les équipes italiennes lui sourissent. Ouais. Mais dans tous les cas, tu vois, si on en est à là, si j'en suis à te parler de ça, ça veut dire que pour moi, ça va être tellement, tellement, tellement serré. Pour te dire, je vois un score de 2-1 d'un côté ou de l'autre. Ok, 2-1. Pour En moi, tout ce sera cas, comme ça. on fera la vidéo débrief ici pour analyser si tu avais bien raison. Tout le monde va te le rappeler, crois-moi, en tout cas, hein. Il faudra quelques jours pour celui qui perdra, je pense. On fera pas Ah ouais, ça le dimanche. je serai en mode dépression, en mode dépression. Si je perds, je suis en mode dépression. Mais là, par contre, franchement, c'était très, très intéressant ce que tu nous as dit, le 2-1. Moi, j'espère que Paris marque en premier. Parce que je pense que si Paris marque en premier, on va avoir une finale enflammée. Ouais. Parce que si l'Inter marque en premier, je pense que le match va être tellement cadenassé. Ouais, mais regarde, l'Inter marque en premier à Munich, l'Inter marque en premier à Barcelone, Ouais. l'Inter marque en première contre Barcelone au retour, et finalement, l'équipe adverse parvient à trouver des ressources pour venir à bout d'un bloc qui, on l'a dit, accuse un petit peu plus le coup physiquement. Moi, je pense dans tous les cas, avec ce score de 2-1, qu'il y aura une réaction. Ce ne sera pas un match où une seule équipe prendra le meilleur sur l'autre. Il y aura vraiment un échange de coups, comme un match de boxe. Ouais, je vois. En tout cas, franchement, c'est sympa d'avoir tourné cette vidéo avec Gauthier. Gauthier, merci du fond du cœur. En tout cas, on a rendez-vous avec l'histoire. Toi ou moi, un va être heureux samedi, alors que l'autre sera au fond du trou samedi soir. En tout cas, on a hâte d'y être. On a hâte. Merci beaucoup, Gauthier, d'avoir passé du temps avec les amoureux de la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui vont également prendre le temps de s'abonner également sur les comptes, notamment Insta. Je vous les marquerai également aussi dans la zone commentaire, mais également sur le compte TikTok, sur le compte également YouTube de Gauthier. Je vous marquerai ça également en commentaire. Merci également à toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne Parisienne Football. On a dépassé la barre des 12 000 abonnés sur YouTube. Maintenant, on est sur le schéma exactement des 24 000 abonnés sur TikTok. Merci Gauthier. Et j'espère, franchement, je vais te dire la vérité, j'espère que je gagne quand même, Gauthier. Je vais pas t'en vouloir, Alexandre, c'est normal. Hein. Je vais pas te souhaiter du malheur non plus, mais ça m'arrangerait quand même de voir mon équipe l'emporter. Mais c'est aussi, encore une fois, voilà, le charme du foot. On est avant tout des passionnés, et c'est pour ce genre de soirée, je pense qu'on vibre et qu'on crée du contenu aussi pour ce sport sur les plateformes. Exactement. Vous pouvez nous la laisser, vous l'avez déjà gagné. Nous, on l'a quand même gagné. La fin des malédictions. Harry Kane a pris son premier trophée. Tottenham, je suis parti à l'événement. Tottenham, exactement la parade avec le puce. Ils ont pris leur premier trophée. C'est la fin des malédictions cette année. Je le sens gros comme ça.
Sauf que, moi, tu vois, j'ai tendance à dire, pour résumer ce match, que le PSG joue pour l'histoire et l'Inter joue pour sa saison. On peut faire une Leverkusen 2002, là. Donc, si vous voulez pas aider, entre guillemets, hein, de façon très grossière, un frérot en galère, oubliez pas tous les coups. Hakimi, Icardi à l'époque, vous étiez très contents, Skriniar que vous veniez chercher. C'est l'occasion peut-être de rendre un petit peu ça à un club qui économiquement a souffert. Moi, je sens bien un but d'Achraf Hakimi. Généralement, les gens qui reviennent à la maison, ça se passe très très mal pour le club qui revoit exactement ses anciennes figures. Et tu sais, il est resté qu'un an, mais il a laissé une très grande marque hein, dans l'esprit des supporters. Je m'en rappelle encore. C'est un joueur très respecté et très aimé, et lui d'ailleurs le montre aussi. C'est l'année où est-ce que vous avez pris les titres également. C'est ça. Exactement. Premier depuis 2010, donc ça a commencé à remonter. Et c'était le premier d'ailleurs que j'avais vécu de mon vivant nom, mais que j'avais vraiment compris. Parce qu'après, j'étais un petit peu trop jeune à l'époque. Je comprends. Bah, merci en tout cas, Gauthier. Et à très très bientôt à tous. Merci beaucoup la team. Ciao, ciao. Ciao, merci.